nous sommes dans la partie musée de l'association. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi avoir créé un musée au sein de la 3A TV Montluçon? Alors j'appellerais ça plus un musée mémoire, parce que Montluçon était quand même une ville où il y avait 2500 cheminots dans les années 60. Il n'y a plus grand chose aujourd'hui, et il y a des archives qui sont un peu partout, et des mémoires humaines qui sont un peu partout, notamment sociales, et puis tout ce qui était quand même au départ, l'attraction vapeur, un dépôt, une gare, des services d'entretien des voies. Donc l'idée était d'essayer, avant que tout le monde disparaisse, de recentrer ça à un endroit qui est quand même central, c'est-à-dire le dépôt de Montluçon avec la rotonde, le pont tournant. Maintenant on a récupéré du matériel ferroviaire qui est en état de marche ou pas, mais qui est là, qu'on peut présenter. Et après derrière, c'est le côté mémoire, le côté tous ces documents qui ont existé. Actuellement, presque tous les lundis on nous en ramène d'autres. Hein. Donc on a tous ces documents et puis des petits matériels. Et puis surtout que ça ne parte pas à la poubelle. Alors cet objet, c'est ce qu'on appelle un guidon de départ. C'est un guidon de départ, il fallait appuyer sur avec un doigt qui faisait ouvrir la palette comme ça. Donc et avec, il y avait un drapeau rouge au cas où on aurait voulu faire un arrêt intempestif du train. Donc ça a été utilisé jusque dans les années 70-80. Donc ce que tu appelles arrêt intempestif, c'est un arrêt d'urgence du train par exemple, en cas de souci alors ça se fait plus maintenant parce que les portes sont toutes à fermeture automatique. Il faut même arriver plus tôt dans les trains. Mais à l'époque, les fermetures des portières se faisaient manuellement, soit par les voyageurs, soit par le chef de service qui était sur le quai, soit par le contrôleur qui était dans le train. Donc, un exemple, le chef de service, chef de gare, dans une gare grande ou petite, donne le départ, le train commence à s'en aller, un voyageur arrive en retard et commence à grimper sur le train, alors que les portières sont pas complètement fermées ou il les ouvre parce que ça c'est déjà arrivé, c'est du vécu. Donc dans ces cas-là, coup de sifflet et puis on présentait le drapeau rouge aux mécaniciens si c'était possible encore, parce que des fois le mécanicien il était remonté il était dans le sens du départ, il n'était plus dans le sens de l'arrêt. Ces deux objets, ce sont des sacoches de mécaniciens d'âge différents, c'est-à-dire cet âge-là très très vieux. Avec, à l'intérieur, il y avait le casse-croûte, donc avec des petits plats en aluminium qui permettaient d'amener la préparation de madame, la femme du chauffeur et du conducteur. Ça c'était valable et c'est aussi bien pour les mécanos, enfin ce qu'on appelait les mécanos, que pour les chauffeurs, parce qu'ils étaient deux sur les machines à vapeur. Donc ça c'est et à l'intérieur ils avaient des documents. Donc ils avaient tout, donc ils traînaient ça en quasi-permanence avec eux. Donc et la sacoche en cuir, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que il n'y a rien à y voir dedans. Sauf qu'elle était un peu plus fonctionnelle, un peu plus solide aussi. Alors que les premières sacoches, fallait les traîner. Celle-ci, il y avait une anse. Bon, celle-ci, elle est vide parce qu'on a enlevé tous les documents qui étaient dedans. Ce qu'on a fait il y a 150 ans est encore utile aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi une forme de mobilisation généreuse et positive pour dire non, territoires ruraux, le train est une mobilité indispensable. Et donc il faut qu'on se batte pour ça, il faut que la CNCF ne nous abandonne pas. Je sais que les représentants qui sont présents ne nous abandonnent pas et qu'il y a un message très, très important à faire passer. Mais en tout cas, c'est dans la dynamique de notre ruralité, il faut continuer. Donc voilà les messages que je voulais donner. 1, 2 et 3. Bravo. Et bravo. Bravo. On commence.
viaduc de Neuvial, construit sur les communes de Pègue et de Mazurier. À titre d'ouvrage métallique remarquable, il est inscrit par les services de l'État au titre des monuments historiques depuis 1965. Où nous observerons également un arrêt de 2 minutes. Là encore, pour des raisons de sécurité, la descente du train ne sera pas autorisée. Merci de votre compréhension et profitez-en quand même pour contempler le paysage. Regarde. Ça, ouais. Il est lui aussi inscrit au titre des monuments historiques depuis 1960. Sur les plans du concepteur Félix Moreau, qui travaillait pour le compte de la compagnie du Paris-Orléans et qui a conçu, décrit et dessiné les 4 ponts métalliques. Pour Neuvial et pour Rouza, l'entreprise Eiffel a fait quelques adaptations dans les modes de construction. C'est la construction d'ouvrages d'art, en particulier 7 viaducs. Nous fêtons aujourd'hui 5 d'entre eux qui sont sur notre territoire et presque 1200 mètres de tunnels. Nous sommes sur le viaduc de la Perrière. Je vous recommande avec insistance d'aller le voir au pied. Vous pourrez constater le parfait état de conservation de cet ouvrage. Les pierres polygonales sont empilées, jointées avec une précision et une beauté qui sont remarquables. Ce viaduc enjambe un ruisseau, c'est le ruisseau de la Plaine. Le ruisseau de la Plaine qui reçoit dans son manoir qui est tout près du viaduc, reçoit le ruisseau. En famille et rentrer à la maison seulement le week-end. Voilà maintenant le viaduc du Bélon qui enjambe à partir de la commune de Coutanços vers la commune de Louroudbou le ruisseau le Bélon. Le viaduc du Bélon, comme celui de la Boucle que nous allons traverser bientôt, les deux ont été construits par l'entreprise Case et Fivelin sur les plans de Pierre-Félix Moreau, un ingénieur des arts et métiers dont j'ai cité le nom précédemment. De l'État au titre des monuments historiques depuis 2009. Ils sont aussi exceptionnels
viaduc du Bellon mesure 231 mètres de long et presque 50 mètres de hauteur, 48,5 exactement. Les 5 viaducs dont nous fêtons les 150 ans à partir d'aujourd'hui, le plus grand, 400 mètres de longueur, 5 travées de 50 mètres chacune, 66 mètres de hauteur. C'est vraiment un ouvrage remarquable. Il enjambe, depuis le côté Louroudeboul où nous sommes, jusqu'au côté Chasquière où nous allons arriver, la rivière La Pouple, qui est un affluent de la Sioule. La Sioule, nous avons franchi à 11 ans. Les sites sont exceptionnels. La mise en valeur de ces ouvrages remarquables est parfaitement mise dans ces sites. C'est un mariage réussi. C'est pour ça que les services de l'État l'ont reconnu et lui ont donné le label. Les 4 viaducs métalliques sur lesquels nous sommes passés aujourd'hui sont les véritables premiers ouvrages de ce type, complètement métalliques dans leur pile, et leur qualité particulière, c'est d'être svelte, d'être élégant. Ils sont transparents, les piles n'ont plus que 4 arêtes. Ce sont des tubes verticaux, cylindriques, en fonte, remplis de mortier, et qui sont reliés entre eux par des croix de Saint-André qui sont en acier. Le côté complicité d'ingénieurs de grand talent. Willem Nordling, ingénieur en chef à la Compagnie du Paris-Orléans, et Pierre-Félix Moreau, ingénieur des arts et métiers. Le talent conjugué de ces deux hommes a fait qu'ils ont réussi à concevoir et à construire des ouvrages aussi remarquables que les nôtres. Autre chose à noter dans la construction de ces ponts, c'est le mariage, c'était aussi la première fois de 2 métaux. La fonte, qui est un alliage fer-carbone extrêmement fragile, qui résiste très bien aux efforts de compression, mais qui ne résiste pas à la flexion ni au cisaillement. Et le fer qui était un fer pudelé, du nom du pudelage, qui est un mot anglais. C'était une fonte qu'on avait traitée à chaud avec des scories pour retirer une partie de son carbone. Autrement dit, c'était un acier de mauvaise qualité, mais qui était beaucoup plus résistant au cisaillement et à la flexion. La tour Eiffel est construite en fer pudelé. L'association de la fonte et du fer pudelé est une innovation de marque dans cette construction des ponts dont nous fêtons les 150 ans. L'assemblage entre la fonte et le fer est réalisé dans ces ponts par des rivets. C'est la technique du rivetage. C'est une technique extrêmement solide pour associer différentes plaques aux tubes métalliques. Sur le plan des innovations, il faut noter aussi pour ces viaducs métalliques la technique de mise en place du tablier, technique que l'on appelle par poussage,
ou par limage. Elle consiste à réaliser le tablier du pont en préfabrication sur la rive ou en atelier, et depuis la rive sur terre, de le pousser dans le vide jusqu'à ce qu'il atteigne l'aplomb de la pile du pylône suivant. On faisait des travées de 50 mètres. On préconstruisait 50 mètres de tablier, on le poussait dans le vide, et quand on arrivait à hauteur, au niveau, à l'aplomb de la pile d'après, on utilisait ce tablier comme une grue, et on construisait depuis le sol, en amenant les éléments par le haut, la pile suivante. Quand on atteignait le niveau du tablier, alors on construisait encore 50 mètres de tablier sur la rive et on les poussait. La technique de poussage est une innovation extrêmement hardie. Il est presque insoupçonnable aujourd'hui, impensable que des gens aient eu cette hardiesse, aient eu ce courage, mais en même temps cette conviction de leur solidité technique. Parce que, mettons-nous à leur place, l'ouvriage n'existait pas, il fallait l'inventer. Le retour d'expérience, il n'y en avait pas, c'était les premiers viaducs. Le personnel, il connaissait la charpente en bois, il ne connaissait pas la construction métallique. Il fallait donc former le personnel. Et pourtant, malgré tous ces handicaps, malgré le fait qu'on n'avait pas de connaissances en résistance des matériaux, qu'on ne connaissait pas de règles de calcul, pourtant, ils ont construit des ouvrages élégants, extrêmement élégants et transparents, et des ouvrages qui tiennent dans le temps, puisque 150 ans après, aujourd'hui, vous le vivez en direct, les trains franchissent les ruisseaux, franchissent les vallées, grâce à qui? Grâce au viaduc. Beaucoup de choses qui sont cachées et il faut effectivement aller dans les recoins de nos chemins pour découvrir l'ensemble de notre patrimoine. Ce ne sont pas des viaducs qui ont une accessibilité facile au même titre que d'autres viaducs en France, les plus connus. Il faut effectivement avoir la curiosité d'aller les voir, donc soit on se rend par les chemins pédestres ou soit effectivement en VTT. C'est un petit peu le côté intimisme de notre territoire. Et les gens qui veulent prendre le temps de le découvrir, et on a tous les aménagements qui permettent de le découvrir. On a déjà travaillé, on a été les premiers à travers le syndicat mixte à avoir fait une valorisation des produits spécifiques, notamment à travers les fiches rando-train. C'est un produit qui marche énormément bien au niveau touristique. Donc l'objectif à l'époque, c'était à la fois de valoriser notre ligne ferroviaire Ghana-Montluçon, avec sa spécificité puisqu'elle possède plusieurs viaducs, que ce soit sur les gorges de la Bouble et les gorges de la Sioule. Donc on avait fait 4 fiches rando-train de l'itinérance, avec la possibilité de prendre le train et de revenir à pied, ou inversement de partir à pied et de revenir en train à une des gares. En sachant que ça permet aussi de découvrir, on va dire en partant du sud du territoire et en allant sur l'ouest, la diversité du Val de Sioule, puisqu'on va entrer dans les gorges de Rouza à partir de la plaine de la Limagne pour aller effectivement dans les gorges de Rouza, avec les premiers reliefs, on va dire rocailleux, pour remonter après sur la partie massive des Colettes sur Belle-Nave et arriver après dans la partie qui est plus bocage et justement les gorges de la Bouble. Donc ces circuits permettent de montrer aussi la diversité géographique de notre territoire. Et aussi le côté accidenté, d'où le fait d'avoir aussi des viaducs, puisque pour la plupart des gens, quand on parle de l'Allier en randonnée, les gens ont une idée plutôt de dire l'Allier, hormis la montagne bourbonnaise, c'est plat, alors que non, effectivement, on a une partie très accidentée et une partie géographique. Et l'avantage aussi sur notre territoire, c'est qu'on a une diversité, on va dire, en termes de milieu naturel, sur peu de kilomètres. Un autre produit qui avait participé à la valorisation un petit peu de notre patrimoine et des viaducs en particulier, c'est cette rivière. Alors, pas la Bouble, parce que la Bouble n'est pas navigable, mais en tout cas la Sioule est navigable sur 45 km, il faut le savoir, de Châteauneuf jusqu'à Janzat.
Elle est équipée en termes de passe à canoë. Et on avait créé effectivement aussi, là aussi, des produits rando canoë. Le but est de mixer les disciplines entre la randonnée pédestre et la partie canoë, avec une possibilité de découvrir des fois les châteaux qui bordent la Sioule ou à la fois tout le patrimoine, mais depuis la rivière. Donc là, on a un autre regard complètement différent et qui est assez intéressant, qui permet justement d'observer, on va dire, tout ce patrimoine et on va dire tout cet environnement en étant sur la rivière Sioule. Je voudrais rappeler que le patrimoine, s'intéresser au patrimoine, ça ne signifie pas créer, retrouver des nouveaux sites. Ça signifie d'abord changer son regard sur le patrimoine existant. La reconnaissance de l'État qui, à travers ses services de l'environnement et de l'action culturelle, a reconnu à ces viaducs la valeur et leur a attribué, les a inscrits au titre des monuments historiques pour les viaducs métalliques et pour deux d'entre eux, la Bouble et le Bélon, une reconnaissance particulière qui est celle des sites naturels et pittoresques. On est sur Commentry-Gannat, 52 km, une géographie cabossée, 7 viaducs, presque 1200 mètres de tunnels. C'est plus qu'un patrimoine, le chemin de fer, c'est un élément de la vie des gens. Première chose, c'est l'association de grands talents, des gens qui avaient du coffre et de l'audace, des ingénieurs de grands talents. L'un s'appelait William Nordling, c'était l'ingénieur en chef du Paris-Orléans. Et Pierre-Félix Moreau, qui était un ingénieur du groupement Caillier-Finville, qui ont mis au point ces ouvrages. Les 4 ouvrages métalliques devaient être construits par l'entreprise Caillier-Finville. Et lui, il a même été au-delà des ouvrages, il a conçu un modèle qui intégrait ouvrages métalliques, viaducs, paysages, bijoux, écrins. Dans la compagnie du Paris-Orléans, une dame était importante, elle s'appelait Madame Eiffel, c'était la mère de Gustave Eiffel. Elle était actionnaire du Paris-Orléans et des Charbonnages de France. Au titre de ses relations et de sa qualité de notable, elle est sans doute intervenue pour que son fils, qui venait de créer une entreprise en région parisienne, obtienne la maîtrise d'œuvre pour construire 2 viaducs, celui de Rouzat et celui de Neuvial. Les 2 de la Bouble et du Bélon ont été construits par Caillier-Finville. Dans les 2 cas, les plans étaient ceux de Pierre-Félix Moreau. Pour Rouzat et Neuvial, quelques détails de construction ont été apportés en bonification par Eiffel. Et l'entreprise Eiffel qui venait de se créer, puisque ça a été les premiers gros ouvrages construits par l'entreprise Eiffel, qui a construit les viaducs de Rouzat et Neuvial. C'est vraiment des gens qui ont fait faire un bond technologique sans équivalent, à ma connaissance, avec ce que l'on peut faire de notre époque. On a construit ces ponts avec la technique du poussage, ripage-poussage, à savoir qu'on fabriquait sur la rive, peinard, en sécurité, le tablier du pont, et on le poussait dans le vide, en porte-à-faux, sur 50 mètres, pour atteindre le pylône d'après. Et quand on était à l'aplomb du pylône, on se servait de ce tablier qui était lui amarré à la rive, on se servait de ce tablier pour venir apporter les matériaux et on s'en servait d'une grue et on construisait la pile. Et quand la pile était construite, on refaisait 50 mètres et on poussait à épaules d'homme. Vous comprenez bien, il n'y avait aucun retour d'expérience puisque c'était les premiers. Il n'y avait pas de règle de calcul. Résistance des matériaux, tout ça, c'était inconnu. Le personnel était informé, les outils, les calculs étaient à inventer. L'outillage était à inventer. Il faut savoir que ces ouvrages, il y a très peu de boulons. C'est tout riveté. Alors, les rivets étaient posés à chaud. Donc on chauffait, c'était des enfants qui tiennent la forge pour chauffer les rivets. On place le rivet à chaud, on tape des 2 côtés du rivet pour serrer, et c'est la contraction du rivet dans son refroidissement qui
rajoute une couche sur la solidité des ouvrages et sur l'assemblage du fer et de la fonte. Vous pouvez constater au fur et à mesure qu'on va découvrir ces ouvrages, c'est qu'ils sont tous conçus suivant le même principe adapté au site. Tous les 4 ouvrages, on décline une technique de construction en face de chaque vallée à franchir. C'est d'ailleurs pour ça que les 4 viaducs métalliques sont placés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais les viaducs de la Bougle et comme celui du Bellon ont été classés en plus par les sites pour leur qualité d'intégration dans le paysage. Et Moreau, par son modèle d'intégration au site, a rendu... Mais regardez-les quoi, ces ouvrages, ils sont sveltes, ils sont majestueux et de grande élégance. Vous regardez à travers, vous voyez les étoiles et vous voyez les oiseaux. Alors que ceux qui existaient avant, c'était dense, c'était touffu, parce qu'on n'avait pas l'assurance technique. Mais c'était des personnages extrêmement audacieux et performants. Et ma foi, 150 ans après, leurs ouvrages, ils sont encore existants et les trains roulent dessus. Bon, tout ça, ça a changé, mais le train, il est toujours là. C'est un élément de notre vie, c'est clair.